êtes-vous? Où suis-je? Nous sommes sur Service Action. Service Action, c'est quoi? C'est le tout nouveau balado, podcast pour les Anglais, euh, et dans lequel nous allons aborder d'un épisode à l'autre, soit sur des revues d'actualité, soit comme pour l'épisode ici présent, pour creuser plus en profondeur un sujet en particulier. Soit ça pourrait être par exemple des entrevues, donc interview en anglais pour ceux qui n'ont pas compris, etc., etc. Et effectivement, ça sera un balado garanti pauvre en anglicisme. Donc avant de basculer directement dans le vif du sujet, une petite anecdote sur le nom. Service Action. Pourquoi un tel nom? Je voulais hack dans le nom, du coup. Et pour ceux qui n'ont pas forcément la référence, Service Action, ça vient de la DGSE. Donc, je vais lire la définition. Le Service Action est une unité militaire secrète française placée sous le commandement opérationnel de la Direction des opérations et de la Direction générale de la sécurité extérieure, DGSE. Euh, donc, ça ne nous répond pas toujours pas pourquoi j'ai choisi ça, mais en gros, c'est que je voulais être un peu original. Et du coup ne pas réutiliser l'un des classiques actualités, par exemple, qu'on voit dans tous les magazines de piratage informatique, etc., ou tous les académies, donc dès qu'il y a quelqu'un, un youtubeur, un influenceur qui donne des cours sur internet, ça y est, on a le jeu de mots académie. Donc ça a été déjà fait 40 fois, je voulais pas refaire la même chose, je voulais un nom original pour ce balado. Et, euh, et je voulais pas non plus reprendre des jeux de mots moins connus, mais qui sont déjà utilisés aussi beaucoup de fois, soit dans des conférences de sécurité, soit dans les noms d'équipes de CTF, où il y a presque tous les jeux de mots qui ont déjà été faits avec le mot hack ou avec le mot sec. Preuve en est sur CTF Time. Donc voilà pourquoi je suis parti sur le service action, pour plus d'originaliser tout simplement. Donc sans transition, hein, parce que j'ai pas de monteur, donc on va pas faire des transitions non plus. On va directement s'attaquer au sujet qui nous amène aujourd'hui. Donc, c'est le rattachage DNS en une fraction de seconde. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Alors, tout d'abord, je veux faire une petite alerte sur le fait que ça va être un sujet d'un niveau avancé, qui va être assez complexe, etc. Donc, je vais essayer d'expliquer tant bien que mal euh, tous les concepts et d'y aller progressivement pour ne pas perdre du monde, d'autant plus que vous n'aurez que ma voix pour vous guider. Donc, c'est pour parler d'une nouvelle technique. Euh, alors, pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de parler en français, rattachage DNS, c'est pour DNS rebinding. Et donc, c'est un, un chercheur en sécurité, Daniel Thatcher, qui a fait une présentation à la Black Hat Europe 2023 qui s'appelle donc en anglais New Techniques for Split Second DNS Rebinding. Donc en français, nouvelle technique pour le rattachage DNS en une fraction de seconde. Donc ce Daniel Thatcher travaille pour une entreprise qui s'appelle Intruder. C'est un chercheur en sécurité, un ancien ingénieur en thèse d'intrusion. Il partage son temps entre la recherche de nouvelles techniques, donc il fait de la R&D, etc. Donc surtout orienté web, à cibler les applications web, et le développement de produits, du coup pour la société Intruder qui fait du coup un espèce de scanner de vulnérabilité. Et donc avant cette présentation à la Black Hat qu'il a fait, il a publié quelques jours auparavant, du coup une série de 2 articles pour expliquer tout ça
en détail. Et donc ce que je vais vous raconter, j'ai rien inventé. Je vais juste essayer de vous reprendre tout ça, de vous le traduire et de vous le vulgariser. Euh, donc qu'est-ce que c'est que le rattachage DNS ou DNS rebinding en anglais? Bah, je vais essayer de vous présenter ça un petit peu euh, pour que ça soit bien compréhensible par tous. Donc avant de faire un rappel sur qu'est-ce que c'est le rattachage DNS, je vais d'abord présenter le contexte de recherche dans lequel s'était positionné Daniel Thatcher et qui l'a fait s'intéresser à ce sujet. Donc lui et son entreprise ont des serveurs de prise de capture d'écran des sites web de leurs clients. Donc en fait, c'est un Go Witness qu'ils ont d'installer sur des serveurs, potentiellement plusieurs instances, etc. Et donc du coup ils se sont dit, tiens, si on faisait un test d'intrusion sur nos plateformes. Et donc du coup, il s'est rendu compte que GoWitness suivait les redirections HTTP pour prendre les captures d'écran. Donc forcément, ils se sont dit peut-être qu'il y a des risques de SSRF, etc. Leur GoWitness était hébergé sur AWS dans des machines virtuelles EC2. Et GoWitness avait accès, du coup, ils se sont rendus compte qu'il avait accès au service de métadonnées, donc l'espèce d'API magique là, 169.254, 169.254, qui retourne les métadonnées internes à l'instance EC2, et donc avait la possibilité de récupérer les authentifiants AWS des différents rôles disponibles sur cette instance. Donc ça, classique, SSRF, voilà. Donc pour exploiter ça, c'est pas très compliqué. Euh, Du coup, il suffisait de faire un site web qui redirige vers 169, 254, 169, 254, slash la test, slash metadata, slash IAM, slash security credentials, et hop, ça permet de voler les authentifiants AWS. Euh, donc, évidemment, euh, là, le service, après, du coup, aller prendre en photo ce, la page du coup correspondante de l'API AWS avec les authentifiants dedans. Donc pour remédier à ça, il conseillait effectivement qu'on pouvait mettre en place une restriction réseau, donc en filtrant par exemple sur l'adresse IP de qui peut accéder à ce service. Euh, et puis, sinon, en fait, le mieux, c'était après d'utiliser IMDS v2, donc pour Instance Metadata Service version 2, donc de l'API d'AWS. Donc en gros, la version 1, il n'y a pas de protection particulière, donc en fait, à partir du moment où on a SSRF, on peut taper dessus. Et donc la version 2, entre autres, sert à se protéger contre les SSRF. Donc vous pourrez voir, hein, donc il y aura des notes attachées à ce balado, où je mettrai des liens, etc. Il y a un article sur le blog de sécurité d'AWS qui s'appelle Add Defense in Depth Against Open Firewall Reverse Proxies on SSRF Vulnerabilities with Enhancement to the EC2 Instance Metadata Service. Et donc en gros, qu'est-ce qu'on va faire avec IMDSV2? Et ça va être qu'on va mettre une authentification en fait sur le service et qui va se balader dans la session. Donc en gros, le service légitime, ce qu'il va faire, c'est que s'il va accéder à l'API, il va devoir envoyer une première requête avec la méthode put pour récupérer un jeton de session. Et après ce jeton de session, il va le joindre dans toutes les requêtes qui suivent, donc par exemple des requêtes GET, avec l'entête X AWS EC2 Metadata Token.
Et donc du coup, l'accès au service de métadonnées devient impossible pour un attaquant qui exploite une SSRF, parce que la SSRF, elle peut faire des gets, mais elle ne peut pas faire des puts, donc elle va pas pouvoir récupérer un token. Et quand bien même elle en aurait un, elle n'a pas la possibilité de définir des entêtes HTTP. Et donc, du coup, elle ne va pas pouvoir s'authentifier auprès du service. Donc ça, voilà. Jusqu'ici, rien à voir avec le rattachage DNS. On a juste une SSRF et des moyens, des contre-mesures pour s'en protéger. Mais on fera le lien avec tout ça plus tard. Maintenant, je vais passer à un petit rappel sur le rattachage DNS. Donc c'est une attaque de manipulation de nom de domaine. Alors d'abord, je voudrais dire qu'il ne faut pas confondre cette attaque, que je vais expliquer par la suite, avec l'usurpation de nom DNS, donc DNS spoofing en anglais, souvent utilisé pour contourner les restrictions de domaine hôte local. Donc par exemple, un exemple d'usurpation de nom DNS, euh, ça serait par exemple, on aurait une application qui, on lui donne une URL et elle va d'un flux RSS et elle va afficher ce flux RSS. Et donc, par exemple, on voudrait exploiter une SSRF pour voir ce qu'il y a comme service en local sur la machine ou comme l'exemple précédent d'accéder à l'API d'AWS. Donc, qu'est-ce qu'on ferait? Tout simplement, on mettrait directement l'URL du service auquel on veut accéder. Donc, par exemple, http://127.0.0.1 ou 169.254.169.254. Comme on serait dans la limite inbound en anglais, du coup, ça nous retournerait le résultat et puis on pourrait comme ça récupérer les données internes. Donc là, en fait, on va tant qu'on est là-dessus, ça va. Mais par exemple, s'il y a une sécurité qui est mise en place, par exemple pour filtrer et de dire en fait on n'autorise que des noms de domaine et puis tout ce qui est adresse IP ou des termes comme localhost et patati et patata, eh bien hop c'est filtré. Donc là on pourrait faire une usurpation de nom DNS où du coup nous on enregistrerait un domaine, par exemple norage.fr et on ferait pointer ce domaine, donc on créerait une entrée A et se résolverait en 127.0.0.1. Comme ça permettrait de contourner le filtre qui a été mis en place. Et puis au moment où l'application irait chercher le fameux flux RSS, elle essaierait de résoudre, ça serait 127.0.0.1, et donc du coup, en fait, elle irait chercher le contenu en local sur le service qu'on essaye de cibler. Et donc ça serait une usurpation de nom de DNS parce qu'en gros, on va manipuler les entrées DNS pour faire pointer vers des choses qui sont pas censées être. Et puis après, du coup, c'est mis en cache dans sur le serveur ou dans l'application, etc. Donc là, on va pas parler de ça. Là, on parle de rattachage DNS. Donc c'est une attaque un petit peu plus sophistiquée euh, qui va nous servir notamment dans le cas où en fait l'application, il y a potentiellement une SSRF, mais elle ne va pas nous retourner le contenu de la réponse qui va avec. Et donc comme elle nous retourne pas le contenu, ça veut dire que on n'a aucun moyen de récupérer les informations, même s'il n'y a pas de filtrage, etc. Donc pour ça, il nous faut un moyen de récupérer. Et donc c'est là que le rattachage DNS va être utile. Donc le constat de base, c'est que depuis JavaScript, il est impossible d'attaquer des machines sur le réseau autres que la machine qui héberge le script en question, grâce à la SOP, donc la Same Origin Policy. Donc, ce qu'on va faire, grosso modo, c'est qu'on va essayer de faire une attaque où on va lui donner une URL vers un serveur que nous on contrôle, où dessus il y a un petit script JavaScript qui va essayer de faire des requêtes fetch vers ce qu'on a envie de récupérer.
Donc elle va récupérer les réponses et ces réponses-là, après, elle va faire des requêtes vers un domaine que nous on contrôle pour récupérer les données, les exfiltrer. Mais comme je le disais juste à l'instant, du coup, en fait, l'exfiltration ou l'accès même aux données locales ou sur d'autres hôtes est pas possible à cause de la SOP. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va créer des entrées DNS, donc le nom de domaine qu'on utilise pour héberger notre site web malveillant, donc par exemple norage.fr, et on va lui mettre un TTL des DNS, donc TTL Time to Live, donc une durée de vie en gros très courte pour empêcher la mise en cache. Et donc quand l'application elle va aller charger notre application malveillante, l'URL, il va y avoir une première résolution DNS qui va retourner l'adresse IP du serveur qui héberge notre application malveillante avec le script. Donc très bien, donc ça va résoudre avec l'IP qui est public du serveur, etc. Donc l'application elle va pouvoir aller le contacter, récupérer la page, voilà, exécuter le script JavaScript. Et quand ce script va être exécuté, du coup, dans notre script, nous, on va faire des requêtes fetch toujours vers le même domaine. Et il va y avoir du coup une nouvelle requête DNS puisqu'on a mis un TTL très court, donc au bout de 0 seconde, 1 seconde, ou enfin le temps le plus court possible. Cette donnée elle va avoir expiré, donc il va refaire une requête DNS vers toujours le même nom de domaine. Et là, du coup, lors de cette deuxième résolution, nous, cette fois-ci, on va retourner une adresse IP interne. Donc, par exemple, 127.0.0.1 ou ce genre de choses, ou ailleurs sur le réseau, sur une autre machine qu'on cible. Et sauf que du coup, ça va être toujours le nom de domaine norage.fr qui va résoudre vers cette adresse IP privée. Et donc, ça va valider la SOP parce que on va toujours avoir le même nom de domaine. C'est juste que dans un premier temps, on va le faire résoudre vers la vraie adresse de notre serveur pour que du coup, l'application qui est vulnérable à SSRF elle puisse aller récupérer notre page malveillante. Et dans un deuxième temps, hop, on va résoudre vers une adresse IP interne, locale, etc. Pour que là, notre script JavaScript malveillant, il puisse faire des fetch et aller récupérer les secrets qu'on veut voler et sans se faire bloquer par la SOP. Donc ça, c'est vraiment le rattachage DNS de base. Et c'est comme ça que c'est utilisé. Donc il y a quand même quelques prérequis. Donc évidemment, souvent même on ne le rappelle pas, mais c'est qu'il faut un navigateur piloté. Donc en gros, si l'application elle a juste une bibliothèque dans le langage qui interprète pas le JavaScript, bon bah nos scripts JavaScript qui font des fetch, forcément ils vont pas marcher. Donc il faut que ça soit du Firefox ou du Chrome piloté. Et donc du coup qu'il y ait interprétation du JavaScript. Deuxième prérequis, il faut que le serveur il ne valide pas l'entête host. Et troisième prérequis, il faut que ce qu'on cible, du coup, soit en HTTP. Et donc, par exemple, effectivement, là, le scénario, je vous l'ai déjà donné dans l'explication, ça serait, voilà, on a une application ou une API qui est vulnérable à une SSRF, mais on est hors bande, en anglais out of band. Du coup, on récupère pas l'information directement, et donc le moyen de l'exfiltrer, du coup, c'est d'utiliser cette technique de rattachage DNS pour pouvoir faire des requêtes et contourner la SOP. Donc très bien. Donc après, dans la suite de son article, l'auteur nous donne, donc si vous voulez aller jeter un œil, après un exemple d'implémentation, donc il donne le code, etc. Et après, il donne aussi un exemple d'exfiltration sur ZapProxy, qui du coup lui utilise non pas un Chrome piloté, mais un Firefox piloté, comme c'était le cas pour GoWitness. Euh,
Et en fait, effectivement, pour ceux qui ont été le plus attentifs, assidus, c'est-à-dire que bah, effectivement, une fois que enfin, notre domaine il pointe vers une adresse IP locale, du coup, on va pas pouvoir directement exfiltrer la donnée, donc on va la récupérer, on va la stocker dans une variable JavaScript par exemple, et après on va devoir attendre l'expiration de la requête DNS pour de nouveau qu'il y ait une nouvelle requête DNS qui soit faite et que de nouveau on réponde avec l'adresse IP publique. Et là, du coup, on va pouvoir faire des requêtes fetch avec les données qu'on veut exfiltrer euh, vers notre domaine. Et cette fois-ci, ça parvienne bien sur notre serveur public et qu'on puisse ainsi exfiltrer la donnée. Donc lui, sa preuve de concept, là, il fait ça avec, du coup, l'application vulnérable, entre guillemets, qui exploite ses proxys. Donc pourquoi, plutôt que de faire le POC sur GoWitness, c'est parce qu'en fait, GoWitness, bah, il se connecte, il prend une capture d'écran et il s'arrête. Et donc, comme la durée d'exécution du truc est très faible, et ben en fait l'exécution du truc est terminée avant que en fait il y ait le temps d'avoir les délais d'expiration pour les entrées DNS suffisantes. Et puis il y a des restrictions comme on va le voir plus tard dans Chrome qui empêchent, etc. Donc dans un premier temps il a fait ça avec ZapProxy. Donc en gros il lance dans ZapProxy il y a un scanner de vulnérabilité. Il a lancé le scan de vuln du coup, où lui il fournit son URL malveillante. Et puis après, il fait une application à bidon qui va générer des trucs en boucle, etc. pour qu'en gros, Zap, ça lui prenne 1 heure à essayer de parcourir toute l'application. Et donc forcément, pendant ce temps-là, il a 1000 fois le temps, du coup, de faire l'attaque de ratachage DNS. Alors, donc tout ça, c'est ce qui était couvert dans le premier article. Donc c'est un peu une grande introduction et des rappels sur ce que c'est le rattachage DNS. Dans l'article 2, qui s'appelle... ah oui, parce que je ne sais pas si j'ai dit le nom du premier article. Le nom du premier article s'appelait We Act Ourselves with DNS Rebinding. Donc nous nous sommes piratés nous-mêmes avec le rattachage DNS. Et du coup, dans ce deuxième article, qui s'appelle Tricks for Reliable Split Second DNS Rebinding in Chrome and Safari, donc en français, astuce pour un rattachage DNS fiable en une fraction de seconde dans Chrome et Safari. Euh, il va nous parler du coup d'une technique en fait pour faire des rattachages DNS de manière beaucoup plus fiable et beaucoup plus rapide. Donc en introduction, lui l'attaque qu'il va nous présenter, qui était un petit peu novatrice, ça va être, il faut comme prérequis que l'IPv6 soit disponible sur la machine qu'on attaque. Et donc du coup, il va nous donner une technique pour, d'une part, contourner aussi les restrictions sur les réseaux locaux appliquées à Fetch dans Chromium qu'on va voir par la suite. Donc dans un premier temps, on va voir le problème des caches lents et du coup les techniques habituelles pour les contourner. C'est que pour cette technique, on est tributaire en fait du TTL de l'entrée DNS qu'on crée et donc qui va expirer au bout de tant de secondes. Et c'est comme ça parce que en fait, il va falloir qu'on passe de notre entrée et pointe vers une IP publique, vers une IP privée, puis vers une IP publique. Donc, si le temps d'expiration de l'entrée DNS est très grand, par exemple de 1 heure, ça veut dire que il va falloir 1 heure pour après repasser à l'IP privée, puis 1 heure pour repasser à une IP publique. Et donc, il va nous falloir 2 heures et donc ça veut dire qu'il faut que soit si c'est un utilisateur euh, manuel ou soit si c'est un navigateur piloté, qu'il va falloir que en tout cas le client reste pendant 2 heures sur la page. Donc c'est assez improbable. Donc nous il faut qu'on réduise drastiquement le plus possible ce temps-là. Donc déjà il va falloir trouver un registar assez sympathique parce qu'effectivement il y a plein de registars, ils vous laissent pas mettre en dessous de 300 secondes de TTL.
dans leur interface de gestion des DNS, de zone DNS. Donc nous, évidemment, on voudrait mettre 1 seconde ou 0 seconde même. Et donc, bah, pour ça, soit il va falloir trouver un gestionnaire un petit peu sympa, soit il va falloir héberger une zone DNS nous-mêmes. Mais après, même avec ça, c'est que même si on met 0 seconde de TTL sur l'entrée DNS, en fait, après, les différents clients qu'il y a au niveau de l'application ou d'un serveur proxy, un serveur mandataire, pardon, en français, ou même du système d'exploitation et de son client DNS, bah, c'est que lui, il va avoir tendance à mettre en cache les entrées. Alors, selon les caches, normalement, ils vont mettre en cache le truc pendant la durée du TTL. Mais bon, après, c'est possible qu'il soit configuré pour avoir une durée de rétention minimale. Et donc, si vous mettez un TTL à 0, bah, ils vont quand même le garder en cache pendant 10 minutes, ou que sais-je. Donc ça nous limite les caches lents. Donc, les techniques pour contourner ces caches lents, une technique classique, c'est l'inondation DNS. Donc en gros, c'est qu'on va essayer de vider le cache, là par exemple, du navigateur piloté, en générant un grand nombre de recherches DNS pour remplir l'espace disponible de toutes les entrées qu'il a dans son cache, en faisant en sorte que bah, du coup les entrées plus anciennes elles soient purgées, elles soient écartées, avant d'avoir expiré, afin que le navigateur il soit obligé de refaire des nouvelles requêtes DNS plus tôt que prévu. Mais cette technique du coup d'inondation DNS, elle a des limitations. C'est que déjà un peu dans la pratique, les meilleurs cas d'usage qu'ils ont réussi à faire, c'est à donc par exemple si le cache normalement il devait rester une demi-heure, c'est de faire tomber la durée à 10 secondes. Mais comme on disait, 10 secondes c'est quand même long. Donc en fait ça va pour par exemple si c'est un truc très très long ou je sais pas quoi, mais par exemple, si c'est un Chrome piloté qui génère un PDF, souvent il va générer le PDF en moins d'1 seconde, ou s'il doit juste contacter une API, bah c'est pareil, ça va durer moins d'1 seconde, etc. Donc 10 secondes, en fait, c'est déjà trop long dans la pratique pour que ça marche. Après, deuxième inconvénient, c'est que bah, les caches intermédiaires sont beaucoup plus difficiles à vider que le cache du navigateur. Et donc là, donc ça c'est l'auteur qui, avec ses expérimentations, nous fait un petit retour d'expérience. Il nous dit, bah voilà, pour système D Resolve D, ça met environ 5 minutes avec cette technique d'inondation DNS à vider le cache. Pour certains autres euh, serveurs DNS ou pour des VPN ou je sais plus c'est quoi le cas d'usage, ça va être même 30 minutes. Donc c'est très long et ça ne va pas fonctionner. Et un dernier inconvénient aussi, c'est que en fait, il est difficile de forcer l'utilisateur à garder la page ouverte longtemps. Donc, comme je disais, normalement, le navigateur piloté, sa tâche, il va l'exécuter en moins d'1 seconde et après, il va s'arrêter. Et donc, du coup, il aura fini de s'exécuter avant même que on ait pu empoisonner le serveur DNS. Donc après, il y a une autre technique un petit peu plus astucieuse qui commence déjà à être un peu plus intéressante, qui est assez vieille, hein. C'est quand en fait on va recevoir l'application qui va nous faire une requête DNS, nous on va lui retourner plusieurs enregistrements de type A par exemple dans la même réponse. Donc c'est-à-dire qu'en fait lui il fait ouais c'est quoi l'IP de ce nom de domaine, au lieu de lui donner qu'une seule réponse, on va lui en donner plusieurs, en espérant qu'il soit un peu confus et qu'il prennent pas la bonne ou alternent entre les deux ou ce genre de choses. Donc cette technique-là, elle a été présentée à la Black Hat USA en 2010 par Craig Hefner. Et puis elle a été plus illustrée, mise en pratique et exploitée par Gérard Dousseau et Roger Meyer, du coup qui je pense doivent travailler chez NCC Group dans leur projet Singularity qu'ils ont dévoilé en 2019. Et donc voici comment ils procèdent. Donc en fait il y a deux enregistrements DNS. En fait, ça va retourner deux réponses, pardon. Enfin, dans la même réponse, ça va retourner deux enregistrements. Donc, un avec une adresse IP publique qui est contrôlée par l'attaquant, et l'autre
une IP du serveur ciblé, donc une IP locale par exemple. Donc cette technique-là, elle va être un petit peu aléatoire, car en fait, elle va fonctionner que si le navigateur commence la communication avec le serveur public en premier. Parce que effectivement, faut que en fait, il aille résoudre l'IP publique du serveur. Nous, on héberge notre application pour pouvoir la récupérer, pour pouvoir après refaire une requête DNS et attaquer le truc privé. S'il commence avec l'adresse privée en premier, il va contacter ça, très bien, mais enfin nous notre application elle est pas chargée, notre script malveillant non plus, donc on va rien récupérer, rien exfiltrer. Donc il faut d'abord que l'adresse publique elle soit chargée en premier et après l'adresse privée en deuxième. Donc là c'est un petit peu aléatoire parce qu'en fait ça va dépendre de chaque client, chaque navigateur, etc. Qu'est-ce qu'il choisit d'exécuter en premier. Donc pour essayer de faire ça, donc même si on arrive à avoir l'adresse IP en public, après il va falloir que du coup le serveur web de l'attaquant, ils doivent par exemple bloquer le trafic qui provient du navigateur de la victime euh, pour essayer de forcer le navigateur à renvoyer, parce que par exemple il va lui avoir les deux entrées stockées dans son cache avec les deux adresses IP, une publique et une privée. Donc s'il a commencé par la publique, on a de la chance. Donc il charge notre application patati patata. Donc après nous on va éteindre notre application, comme ça il répond plus. Et lui le navigateur il va du coup se dire bon ça répond plus, donc je vais utiliser la deuxième entrée que j'ai dans mon cache, qui est euh, le, le le serveur qu'on cible, donc par exemple l'adresse IP locale. Et dans ce cas, du coup, notre script JavaScript, il pourra envoyer des requêtes vers l'adresse IP locale. Qui a du coup toujours utilise le même domaine, donc qui a la même origine du coup. Donc ça c'est cool parce que ça contourne le problème de cache, c'est beaucoup plus rapide, etc. Et ça contourne notre problème de cache parce qu'il n'y a qu'une seule requête DNS, donc on n'a pas besoin d'inonder avec des millions de requêtes, etc. Mais en vrai, en pratique, ça fonctionne très rarement quand même. Parce qu'en fait, les chercheurs ils se sont rendus compte que la quasi-totalité des navigateurs en question, quand tu leur renvoies plusieurs adresses comme ça, ils essayent toujours de contacter l'adresse IP privée en premier. Et donc, ce qui fait que nos attaques ne fonctionnent pas. Donc, c'est très beau, c'est très intelligent, mais ça ne fonctionne pas. Donc là, l'auteur de l'article, lui, il a essayé un peu de jouer avec tout ça, de lancer un Wireshark pour voir ce qui se passe. Et il a remarqué que lors du chargement du site web, dans les navigateurs modernes, c'est des fois il y avait une requête A, donc pour faire une requête DNS qui va vous retourner une adresse IPv4, et une requête quadruple A, AAAA, qui sont toutes les deux envoyées. Donc la quadruple A, c'est pour essayer d'obtenir une adresse IPv6. Et donc c'est là qu'on va rentrer dans les choses un petit peu intéressantes. Donc en premier lieu, on va avoir une technique pour s'attaquer à Safari et dans un deuxième lieu, une attaque sur Chrome. Donc pour s'attaquer à Safari, le concept, ça va être de retarder les réponses DNS. Donc par exemple, euh, en prérequis évidemment, il faut que la machine elle ait un accès à Internet via IPv6. Parce que si la pile réseau IPv6 n'est pas activée ou que sais-je, évidemment ça va pas marcher. Donc le navigateur Safari, en fait, lui quand il va voir le serveur, enfin le nom de domaine à résoudre, il va envoyer en fait une requête DNS de type A et une requête DNS de type quadruple A en même temps pour essayer d'avoir une IPv4 et une IPv6. Très bien. Et Safari, lui, en fait, il va prioriser les adresses IP privées sur les adresses IP publiques quand il y en a plusieurs. Donc ça veut dire que même si on répond aux deux avec une IPv4
pour le A et une IPv6 pour le quadruple A, ben on va retomber dans la même problématique qu'auparavant, où notre attaque va pas marcher parce que de toute façon, vu qu'il aura plusieurs entrées, une IPv6, une IPv4, en fait, peu importe que l'adresse IPv6 ou V4, ça soit une publique ou une privée, dans tous les cas, il aura plusieurs entrées et il va prioriser l'adresse IP privée. Donc notre attaque, elle va pas marcher. Donc pour que ça marche, eh ben, il va falloir retarder une des deux réponses, soit la A, soit la quadruple A. Donc en gros, soit notre IPv4, soit notre IPv6. Parce qu'en fait, il s'est rendu compte que Safari, en fait, il attend pas de recevoir toutes les réponses pour commencer à faire une requête HTTP. Donc par exemple, si il reçoit la réponse A, donc IPv4, hop, directement, il va essayer de contacter le serveur, de récupérer la page, etc. Et si, par exemple, l'adresse quadruple A, donc IPv6, elle met plus de temps à répondre, et qu'elle arrive après, bah hop, il fait OK, bon, c'est pas grave, je vais la rajouter dans mon cache. Et donc, l'idée, euh, et bah du coup, ça va être que on va différer une des deux réponses, soit la A, soit la quadruple A, et que du coup, en fait, par exemple, si avec l'IPv4, on la répond instantanément, et qu'avec celle-là, on lui fait on lui donne une adresse IP publique, et bah il va aller directement chercher dessus. On va délayer notre réponse IPv6, où là, on va faire pointer vers une IP locale privée, qui elle va arriver ensuite. Donc ça, c'est l'idée. Donc après, on peut inverser IPv4 ou IPv6, ça n'a pas trop d'importance. Du coup, quand une réponse DNS elle va être différée, bah en fait, euh, l'adresse qui arrive en retard, enfin la réponse DNS qui arrive en retard, bah, les adresses IP de cette réponse-là, elles vont être ajoutées au lot d'adresses IP que Safari peut utiliser pour les futures requêtes vers ce domaine. Donc si la première, sauf que les deux, elles vont être potentiellement en cache longtemps, hein. Donc ça veut dire que s'il a commencé à utiliser la première, en fait, peut-être qu'il va continuer à faire là-dessus et jamais basculer vers l'adresse IP privée. Euh, donc si la première réponse reçue, elle est publique, et que celle qui est délayée, elle est privée, Safari, il va envoyer sa première requête, donc HTTP vers l'adresse IP publique, jusqu'à ce que la réponse DNS délayée qui a été reçue en retard, elle soit reçue. À ce moment-là, lui, il va voir que en fait, ah bah maintenant dans mes entrées disponibles, j'ai une adresse IP privée, donc je vais prioriser celle-là. Donc là, on n'a pas de problème de cache, etc. Parce qu'en fait, dès qu'il va recevoir l'adresse IP privée, du coup, il va commencer à utiliser celle-là. Donc, par exemple, on peut mettre juste un délai de 100 ou 200 millisecondes, c'est ce qu'il conseille l'auteur, entre les deux. Donc, ça va être largement assez pour pouvoir récupérer la page HTTP, exécuter le script, etc. Et que après, il va utiliser l'adresse IP privée quand la deuxième réponse DNS elle va être reçue. Et après, pour l'exfiltration, là, du coup, on est obligé de jouer sur le TTL, euh, parce que du coup, il va falloir que l'entrée avec l'IP privée expire. On va devoir attendre qu'elle expire pour pouvoir faire une nouvelle requête DNS et donc du coup là répondre qu'une adresse IP est publique ou refaire la même chose à la rigueur et pouvoir exfiltrer nos données. Donc si on veut un scénario pour récapituler l'attaque, hop là. Euh, donc sur Safari, on va reprendre l'idée du domaine, par exemple safari.norage.fr. Donc, nous, on a l'application qui est vulnérable à une SSRF. On va lui mettre
notre domaine, par exemple http://safari.norage.fr. Donc elle va essayer de résoudre ce domaine-là qu'elle connaît pas. Donc Safari, lui, il va envoyer deux requêtes DNS. Une de type A pour obtenir une IPv4 et une de type quadruple A pour obtenir une IPv6. Donc là, par exemple, on va choisir de répondre avec la quadruple A en premier. Donc on va lui retourner une IPv6 publique qui pointe vers quelque part sur Internet, vers notre serveur. Donc l'application, elle va du coup contacter, faire une requête HTTP get http://safari.norage.fr. Elle va avoir un HTTP 200. On va lui retourner la page. Très bien. Donc dans cette page-là, il y a notre script JavaScript malveillant qui lui, par exemple, va faire une espèce de boucle où il va essayer de faire une requête fetch en permanence en boucle vers http safari.norage.fr /secrets.txt par exemple. Mais ça pourrait être le slash machin avec tous les points de terminaison d'API AWS pour récupérer les secrets AWS. Et donc cette page sur notre site web, bah, elle n'existe pas. Donc il va se manger des 404 en permanence. Et puis là, par exemple 200 millisecondes plus tard, on va renvoyer à l'application, on va enfin répondre la requête de type A, donc avec l'adresse IPv4, qui va résoudre vers 127.0.0.1. Donc à ce moment-là, Safari, lui dans sa table, hop, au lieu d'avoir juste l'IPv6 pour ce nom de domaine-là, il va avoir l'IPv6 plus l'IPv4. Donc l'IP public et l'IP privé. Et là, il va se dire quoi? Il va se dire, eh, mais maintenant j'ai une IP privée et normalement je dois prioriser ça. Donc hop, il va ignorer, commencer à ignorer notre l'IPv6 qu'on avait au début, qui était public, et il va prendre notre IPv4 qui est privé. Donc là, notre script, il va continuer en permanence à faire, à essayer de requêter http://safari.norage.fr/secrets. Et donc maintenant, en fait, quand il va faire ça, et bah vu que la requête elle va être envoyée non plus vers notre IP public sur notre serveur sur internet, mais vers 127.0.0.1, là il va aller cibler l'autre service, en fait, le service local qu'on essaye d'attaquer, ou par exemple l'API d'Amazon, qui était le premier exemple. Là, ça va exister, donc il va récupérer la valeur de retour avec tous les secrets qu'on veut. Donc on va par exemple stocker ça dans une requête DNS, enfin dans une variable JavaScript, pardon. On va gentiment attendre que en fait l'entrée DNS avec l'IPv4 privé elle expire, qu'elle a un TTL qui expire. Pour que il reste plus que par exemple l'entrée triple A qui elle avait un TTL beaucoup plus long. Et donc du coup, hop, là l'application vulnérable, le Safari va dans nos scripts JavaScript, on va faire une requête fetch toujours vers safari.norage.fr parce que pour que ça valide la SOP. Et sauf que cette fois-ci, du coup, bah, ça va être l'IP public qui va être utilisé. Et hop, nous, on va récupérer du coup les données exfiltrées euh, et on aura réussi à voler les secrets. Donc maintenant, voyons un scénario un petit peu similaire pour attaquer Chrome de manière encore un petit peu plus intelligente. Parce que Chrome, il n'a pas le même fonctionnement que Safari. Donc cette fois-ci, la technique, ça va être d'utiliser la priorisation quadruple A. Donc pour la priorisation de l'IPv6. Donc comme Safari, euh, Chrome, il priorise les adresses IP sur les adresses publiques. Donc potentiellement, on aurait pu faire la même attaque que sur Safari. Mais juste, bon, avec cette gestion du timing assez serré, etc., ça va être assez compliqué. C'est assez compliqué à mettre en place. Et puis, en même temps, enfin, c'est compliqué de le rendre fiable. Donc, si on peut avoir
attaques un petit peu plus fiables, ça peut être sympa. Donc là, toujours le même problème, Chrome, il priorise les IP privés sur les IP publics. Euh, mais la petite note en plus, c'est que Chrome, il va prioriser les adresses IPv6 sur les adresses IPv4. Et ça, l'IPv6 par rapport à l'IPv4, ça va être une règle qui va être prioritaire par rapport à IP privé versus IP public. Donc si je donne dans l'ordre de priorité de la plus importante à la plus faible, ça veut dire que s'il a plusieurs entrées dans son cache, il va en premier lieu préférer une adresse IPv6 privée. En deuxième lieu, une adresse IPv6 publique. En troisième lieu, une adresse IPv4 privée. Et en quatrième lieu, une adresse IPv4 publique. Donc là, ce qu'il faut noter, c'est que du coup, ça veut dire que il va prioriser une adresse IPv6 publique par rapport à une adresse IPv4 privée. Et donc nous, on va pouvoir jouer là-dessus pour qu'il utilise une IP publique en premier. Et donc il va falloir juste qu'on lui réponde du coup une adresse IPv6 qui soit publique, donc à l'entrée quadruple A, et une adresse IPv4 qui soit privée. Donc là où pour Safari on s'en fichait un peu pour l'attaque, laquelle était publique, laquelle était privée de l'IPv4 ou l'IPv6, là c'est fixé. L'IPv6 ça doit être public. Et l'autre point à noter, c'est que si à un moment donné il y a une réinitialisation de la connexion TCP, Chrome il va basculer instantanément vers une autre IP qu'il a dans son cache. Et donc il n'y aura pas besoin de recourir à un autre mécanisme, soit d'expiration ou soit de délai pour qu'il utilise l'autre adresse IP. Donc là, pareil, on va faire un petit scénario pour récapituler ça. Donc cette fois-ci, on a toujours une application vulnérable, mais cette fois-ci, elle pilote un Chrome et elle pilote pas un Safari. Donc là, pareil, comme beaucoup de navigateurs modernes, hop, l'application vulnérable, on lui donne notre URL malveillante pour essayer d'exploiter la SSRF vers cette fois-ci chrome.norage.fr. Donc Chrome, lui, va envoyer deux requêtes DNS, une A, une quadruple A. Cette fois-ci, il n'y a pas d'histoire de délai ou de quoi que ce soit. On répond les deux d'un coup, bim. On va répondre avec une entrée A, donc pour l'IPv4, par exemple vers 127.0.0.1, ou vers une autre IP cible. Et une requête quadruple A, donc pour l'IPv6, avec l'IP public de notre serveur. Donc Chrome, donc là c'est pareil que tout à l'heure. Chrome, lui, il va faire une requête get http chrome.norage.fr. On va lui renvoyer notre page de notre site web malveillant. Il va le charger. Il y a le script qui tourne comme tout à l'heure en permanence, une petite boucle qui fait des requêtes fetch vers /secret.txt. Et là, en fait, on a juste à faire en sorte, par exemple, dès la première ou la deuxième réponse vers secret.txt, de d'éteindre l'application pour faire en sorte que le serveur, pour faire en sorte que du coup, il y a un TCP RST, donc un TCP reset, donc une réinitialisation de la connexion TCP, qui soit envoyé au Chrome. Et donc le comportement de Chrome, dans ce cas-là, il se dit ok, ça répond plus, donc cette IP là, hop, je la mets à la poubelle et je vois si j'ai une autre adresse IP de disponible dans mon stock d'adresses IP pour ce nom de domaine là. Et pof, là du coup il va basculer vers l'IP privé
Hop, donc du coup, nous, le script JavaScript, pendant ce temps-là, qui est en cache dans le navigateur, hein, même si le serveur il répond plus, on s'en fiche, il va continuer à faire ses petits fetch vers chrome.norage.fr/secrets.txt. Donc là, comme Chrome, il va utiliser l'adresse IP privée, tout d'un coup, pof, bah là, du coup, ça va répondre. Donc notre script, il va récupérer la réponse, le stocker bien au chaud, et puis on va être du coup obligé, par exemple, d'attendre l'expiration du TTL de cette entrée-là pour après pouvoir exfiltrer les données. Donc je sais pas s'il y a un moyen plus intelligent ou pas que d'attendre l'expiration du TTL, mais enfin, on va arriver à nos frais. Et en fait, ça va être beaucoup plus prédictible parce qu'on n'est pas obligé de faire de délai ou de tricks ou de machin pour forcer le basculement de l'un à l'autre. Là, on peut vraiment tout contrôler. Mais, et c'est pas fini parce que ça aurait pu s'arrêter là. Le problème, c'est que les petits ingénieurs de chez Google, ils attendent pas de se faire arnaquer pour mettre en place des sécurités. Donc, en fait, ils ont implémenté. En fait, là, en fait, si vous faites ça, euh, au moment où Chrome y bascule vers l'adresse IP privée, en fait, il va y avoir une erreur si vous regardez dans la console JavaScript, et ça va vous mettre. Alors, est-ce que je l'ai sous les yeux pour la lire? Hop. Il va vous mettre une erreur access to fetch at l'URL que vous essayez d'atteindre from origin, votre nom de domaine, has been blocked by course policy. The request client is not a secure context and the resource is in more private address space local. Donc en gros, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, mon coco, normalement ton truc ça devrait passer, mais moi je l'ai bloqué parce que t'es dans un contexte non sécurisé, t'es en HTTP, et t'essayes d'accéder vers une adresse IP privée. Et moi j'ai décidé de bloquer ça. Et donc pourquoi ils font ça? Enfin, comment ça se fait que ça arrive? Parce qu'ils ont implémenté partiellement le PNA, donc le Private Network Access. Donc en fait, bon, c'est pas une RFC, mais c'est un peu pareil, c'est un brouillon. Donc c'est encore en brouillon, c'est pas encore officialisé, pour un standard du W3C. Donc en gros, retenez que c'est un peu comme si c'était une RFC en bêta. Donc, donc pour l'accès au réseau privé, on pourrait, voilà. Et donc, bah, il va nous bloquer. Et donc là, l'auteur, il a poussé un peu plus loin la chansonnette pour essayer de contourner l'accès au réseau privé. Donc les protections PNA empêchent du coup les pages chargées en HTTP à partir d'un internet public. Parce que du coup là c'est pas un nom de domaine local qu'on a, c'est pas un truc hein, qui est dans le sphère du privé, donc c'est pas un nom de domaine genre monentreprise.lan ou monentreprise.test ou je sais pas quoi, c'est un domaine public en orage.fr. Donc du coup lui il dit hop hop hop, t'as une application qui est publique sur internet et t'essayes d'accéder au réseau privé, donc ça va pas, je bloque. Dans Chrome, du coup, ces protections elles sont mises en œuvre, vu que c'est implémenté que partiellement, juste pour les requêtes fetch, mais pas pour les iframes. Donc vous voyez là où on va en venir. Donc en gros, on garde tout pareil dans notre attaque, tout simplement. Sauf que pour essayer d'accéder à /secret.txt, bah au lieu de faire un fetch, bah, on va faire une iframe. Voilà, tout simplement. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, normalement, si on faisait juste une iframe comme ça, bon, ça accéderait, mais on n'aurait pas forcément le moyen de récupérer, d'exfiltrer ces données-là. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, la page dans l'iframe, eh bah, elle a la même origine que la page racine. Parce qu'on a toujours le même nom de domaine, le même protocole, le même port, tout pareil.
la même origine. Le seul truc qui change, c'est l'adresse IP qui est résolue en fonction de nous, les manipulations qu'on fait derrière. Et là où on va pouvoir changer de cible. Et donc la page racine, vu qu'elle a la même origine que la page qui est dans l'iframe, eh ben, elle peut contrôler la DOM de la page qui est dans l'iframe. Donc ça veut dire que depuis la page racine, on peut donc injecter un script JavaScript qui va faire des requêtes fetch dans l'iframe. En fait, on va injecter un script JavaScript dans l'iframe. Et ce script qu'on va injecter dans l'iframe, il va faire de requêtes fetch. Et du coup, lui, il ne sera pas bloqué par le PNA, la restriction de l'accès au réseau privé. Parce que c'est pas encore implémenté sur les iframes. Et donc là, on va pouvoir accéder aux données cibles et les exfiltrer. Euh, je vais essayer de reprendre le scénario en étant un peu plus rapide sur le début. Donc là, il y a toujours le Chrome, on lui donne notre URL, il envoie les deux requêtes A et quadruple A, on lui renvoie les deux réponses pareilles avec l'IPv4 privé et l'IPv6 public, pof pof. Le Chrome, il récupère notre page, il y a le script en permanence qui essaye d'accéder à secret.txt en boucle. On éteint l'application, on envoie un TCP/RST, pof, hop, Chrome il bascule sur l'IPv4. Et là, normalement, il est bloqué. Donc au lieu d'avoir un script qui fait ça, et notre script à la place, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, il va par exemple charger une iframe. L'iframe, elle va faire une petite requête sur chrome.norage.fr. Hop, ok. Et après, notre script, il va injecter un script dans l'iframe, dans la DOM de l'iframe. Et le script, du coup, qui est dans l'iframe, lui, il va faire une requête fetch vers secret.txt. Lui, il ne sera pas bloqué par l'anti-PNA, là. Il va pouvoir récupérer secret.txt, le stocker et l'exfiltrer. Voilà. Et donc, une petite astuce pour aller toujours plus loin. On s'arrête jamais ici. On va toujours plus loin. On est toujours dans l'abus. On va faire des trucs aberrants. Donc, l'astuce, c'est que si la cible est un navigateur piloté, donc là c'était un Chrome en l'occurrence, on peut, si on veut, introduire du délai dans le chargement de l'iframe. Et donc, pourquoi on va faire ça? Parce que, effectivement, notre problème principal, c'est que si on a un truc qui est censé contacter une API ou générer un PDF à partir de le truc qu'on lui donne, il va faire son truc, ça va prendre quelques millisecondes, ça va retourner, etc. Et donc, nous, il va falloir qu'on a réussi à exécuter tout notre scénario que je viens de vous dire très très rapidement pour que ça soit fini avant. Mais si ça dure que quelques millisecondes, ça va être assez tendu. Et donc, pour pouvoir augmenter la fiabilité de notre attaque, ce qu'on peut faire, c'est d'introduire du délai dans le chargement de l'iframe. Parce que tant que l'iframe ne sera pas chargé, le navigateur, lui, va considérer que du coup la page racine, elle n'a pas fini de charger, parce que toutes les ressources qui sont incluses dans cette page-là n'ont pas fini de charger. Et il va considérer que la page, elle a fini de charger complètement quand l'iframe, elle aura fini de charger. Et comme ça, on va s'assurer que l'attaque, elle ait le temps nécessaire pour pouvoir s'exécuter. Et qu'on ait le temps de faire toutes nos opérations en avance. Voilà. Donc voilà pour l'épisode 1, saison 1 de ce petit balado de Service Action. Donc j'espère que vous avez apprécié. Et rendez-vous au prochain épisode.